Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les jours sur la télévision panafricaine pour cette édition de la Palabre panafricaine. Alors que c'est clairement dessiné, vous le savez, ces derniers mois, en marge bien sûr de l'opération militaire russe en Ukraine, une nouvelle carte géopolitique, l'Afrique. Elle tente de se démarquer à la fois par une tendance au non-alignement pour certains pays, mais aussi et surtout par un soutien tacite à Moscou. L'OTAN, elle, se bat et se débat d'ailleurs pour retrouver son influence d'antan en Afrique, une tâche qui n'est pas des plus aisées. Ces derniers mois, car presque toutes les tentatives de déstabilisation ont été vouées à l'échec. Comment comprendre cela? On en parle donc cet après-midi avec nos invités que nous allons très rapidement retrouver. Jimmy Dalido, représentant syndical, militant politique, par ailleurs auteur, Terre Fausse Mène, journaliste et expert en questions internationales, est également avec nous cet après-midi, bien sûr, également. On va retrouver Luc Michel, géopoliticien. Alors, très rapidement, je commence avec vous, Jimmy Dalido, sur cette thématique unique cet après-midi. On sait, depuis sa création, Jimmy Dalido, l'OTAN avait fait de l'Afrique sa sphère d'opération militaire. Le président Kwame Nkrumah, d'ailleurs, avertissait déjà en 1967 qu'il y avait au moins 17 bases aériennes de l'OTAN, 9 bases navales, 3 sites de lancement missiles balistiques intercontinentaux et un site de test nucléaire en Afrique du Nord. Alors, au vu de tout cela aujourd'hui, Jimmy Dalido, on peut bien comprendre que l'OTAN n'ait jamais imaginé échouer, ne serait-ce qu'au sein de l'opinion publique africaine. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Jimmy Dalido? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. D'abord, je reviendrai sur le fait que l'OTAN, lorsque l'OTAN a été créé, ça a été un outil ça a été une réaction au bloc socialiste, le bloc de l'Est, le pacte de Varsovie, etc. On se souvient du pacte de Varsovie. Et en fait, les différents pays impérialistes en Europe, notamment la France, se sont organisés pour pouvoir former une armée. Pourquoi? Parce qu'elles voyaient que le bloc soviétique, le bloc de l'Est, le bloc rouge, pourrait-on dire, et ce bloc progressait et continue à progresser sur le plan économique, social, politique. Et il fallait donc préparer une réponse militaire. Et ensuite, l'OTAN, faut pas oublier il y a deux éléments qui est que l'OTAN est financé, organisé et sous la coupe de l'impérialisme nord-américain. L'OTAN n'est pas, c'est faux ça, quand on dit que la France, l'impérialisme français, l'impérialisme allemand seraient des acteurs, des principaux acteurs de l'OTAN, etc. Oui, effectivement, ce sont des acteurs importants. Mais encore une fois, ils font ce que la France et l'Allemagne, par exemple, sont totalement subordonnés, inféodés à l'impérialisme nord-américain. Et par exemple, actuellement, je vous rappellerai qu'actuellement, il y a l'armée nord-américaine qui se déploie partout en Europe et personne ne dit rien. Je vais vous dire qu'ici en France, les médias, ils en parlent pas en fait. Vous trouvez deux, trois articles, mais très rapidement, ils en parlent pas. Ils sont en train de s'installer en Pologne. L'armée américaine s'installe partout, sans autorisation des États, sans autorisation de personne. Ils s'en fichent totalement et personne ne dit rien. Ça prouve, en fait, cette forme d'égocentrisme idéologique, militaire et à tous les niveaux que sont, et on connaît très bien, c'est l'esprit nord-américain. Ensuite, l'Afrique, bah oui, effectivement, l'Afrique est un pays, encore une fois, le continent africain est un élément clé pour le développement des différents impérialismes, et quels que soient les impérialismes. Pourquoi? Parce qu'on reviendra sur les matières premières et la main-d'œuvre bon marché, qui sont fondamentales pour c'est ce qu'on appelle la rotation des capitaux. En fait, pour faire toujours plus de fric, pour faire toujours plus de surprofit, ils ont besoin de matières premières et de manœuvres bon marché. Et donc, ils vont tout faire, l'OTAN inclus, vont tout faire pour rester sur le continent africain et quels que soient les pays, surtout pour étendre leur métastase partout sur le continent africain. Pourquoi? Parce que vous savez, l'impérialisme, en fait, c'est comme un vampire. Moi, j'aime bien cette image du vampire. Vous savez, le vampire, il a besoin de sucer du sang pour pouvoir subsister. Bon, l'impérialisme, c'est pareil. Il a besoin de sucer le sang humain pour pouvoir subsister, pour pouvoir extraire le surprofit de la force de travail humaine. Pour bien comprendre que le profit est généré par la force de travail humaine. Le surprofit que les multinationales
le fric qui est dégagé par les multinationales. Ce fric-là, il n'est pas généré par les multinationales, en fait. Il est généré par les travailleurs, quels que soient les travailleurs, qu'ils soient en Europe ou en Afrique, mais là on parle de l'Afrique. Les travailleurs africains génèrent du profit par leur travail et créent de la valeur par leur travail, et cette valeur est instantanément captée par les monopoles capitalistes, c'est-à-dire les multinationales. Donc l'OTAN, là, elle sait très bien que, de plus, nous sommes actuellement dans un contexte géopolitique assez particulier. Parce que, finalement, qu'est-ce qui se passe actuellement? On a effectivement une mondialisation de l'économie. L'économie a été mondialisée, ça, on ne peut pas le nier. Mais cette mondialisation de l'économie, si on creuse un peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays impérialistes sont interdépendants et en concurrence. Ils sont en concurrence, évidemment. Hein. Les multinationales françaises sont en concurrence avec les multinationales allemandes et les multinationales nord-américaines, par exemple, et les multinationales russes, etc. Mais ils sont en concurrence, mais en même temps interdépendants. On voit bien qu'à partir du moment où il y a une défaillance dans le processus de production, quelque part dans le monde, bah, c'est le monde entier qui pâtit. Et se pose la question, bah oui, du continent africain, mais comment va se positionner le continent africain? On l'a vu déjà, et on a déjà, même si on a déjà constaté une amorce de positionnement avec je vous rappellerai qu'il y a une résolution, le 2 mars 2022, à l'ONU. Plusieurs pays africains se sont positionnés très justement en disant qu'ils étaient ce qui était voté ce 2 mars 2022, c'était est-ce qu'il fallait condamner l'intervention russe en Ukraine. Et la plupart des pays africains, plus de 25 pays africains, je crois, n'ont pas voulu voter. C'est-à-dire qu'ils se sont placés dans ce qu'on appelle le mouvement, ils se sont positionnés en tant que mouvement des non alignés, mais sachant que une bonne partie du cœur des Africains balance du côté de l'Est. Pourquoi? Parce que forcément, l'Est est moins... Elle a pas vraiment... le bloc de l'Est, on va dire, le continent eurasiatique en développement, parce que c'est de ça dont on parle, hein, les accords sino-russes, l'OCS, Chine, Russie, Ouzbékistan, les 5 stands, etc., c'est carrément un continent eurasiatique qui se développe. Donc en fait, ce continent eurasiatique, il n'a pas vraiment un passé barbare sur le continent africain. Vous voyez? Alors oui, ils exportent des capitaux. Oui, effectivement, ils exportent des capitaux. Ils essayent de s'implanter un peu partout en Afrique. Ils exportent des capitaux. Ils essayent de créer des accords de marché pour développer fluidifier le développement du continent eurasiatique. Mais ils n'ont pas vraiment, les Chinois et les Russes, ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas un passé barbare, sanguinaire, violent, tel que l'impérialisme français ou allemand l'a mis en application sur ce continent africain. Vous voyez? Donc, je crois que pour l'instant, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup à vous, Jimmy Dalido, pour ce premier jet d'analyse. Alors, avant de vous passer la parole à Interforce Men, je vais me tourner vers Luc Michel. Alors, Luc Michel, on parle aujourd'hui d'échec des puissances occidentales à essayer de déstabiliser de nos jours encore les pays africains. Mais est-ce qu'on peut noter, Luc Michel, selon vous, que l'un des échecs aussi, est que de plus en plus l'Afrique tout entière prône le panafricanisme, alors qu'on sait très bien que l'Occident a toujours été contre le panafricanisme? Luc Michel, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Allô? Voilà, vous m'entendez? Oui, je voulais dire que je considère que la thématique telle que vous la posez est inexacte. Vous faites croire que les pays de l'OTAN ont une quelconque autonomie stratégique. L'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas l'OTAN. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les États-Unis, c'est l'impérialisme américain. Les Américains occupent l'Europe occidentale depuis juin 1944, ils ne sont jamais repartis. Qu'est-ce que c'est l'OTAN? C'est leur outil de vassalisation politico-militaire dans lequel l'Union européenne n'est que le bras politique de ceux-ci. Aucun des pays qui sont dans l'OTAN n'a d'autonomie stratégique. Les États-Unis jouent au contraire sur leur nostalgie géopolitique, celle de la France, de la Grande Pologne, de la Grande Roumanie,
de l'Empire ottoman avec les Turcs, etc., pour mettre ces gens en concurrence et les instrumentaliser. Depuis 2006, avec la constitution de l'Afrique, comme sous Bush II, mais puis sous Obama, les Américains ont décidé de recoloniser l'Afrique. Voilà ce qui se passe. Il y a eu le printemps arabe, le printemps africain, la nouvelle politique de Trump, et maintenant le nouveau printemps arabo-africain de Joe Biden. Il faut donc clairement identifier l'ennemi de l'Afrique, ce sont les États-Unis. Et effectivement, la résistance, elle vient d'un double mouvement. Elle vient du retour des Russes en Afrique à partir de 2015, qui ont apporté de l'oxygène géopolitique aux chefs d'État africains. Regardez l'exemple de Touadéra ou d'Assimi Goïta, mais également, effectivement, comme vous l'avez dit, non pas du panafricanisme, mais de ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. C'est-à-dire la nouvelle version du panafricanisme telle qu'elle s'exprime après la chute de la Jamaïria libyenne et qui, enfin, a pris en compte la réflexion géopolitique, alors qu'avant, elle ne prenait en compte qu'une réflexion idéologique, copiée d'ailleurs sur les idéologies européennes. Aujourd'hui, l'OTAN n'est pas complètement en échec, c'est une erreur également, c'est une seconde erreur. L'OTAN est en contre-offensive. Depuis 2019, il se redéploie. Auparavant, l'OTAN ne s'intéressait qu'à l'Afrique du Nord, essentiellement à la Libye, à l'Algérie et au Maroc, qui est sa porte d'entrée en Afrique. Le Maroc qui a reçu le statut d'allié privilégié de l'OTAN. Mais depuis 2019, l'OTAN, avec les États-Unis, se déploie dans une zone qui va des frontières du Maroc jusqu'à la mer Rouge. C'est une volonté de résister à la colonisation. Les Américains, d'ailleurs, ont pensé la guerre contre les Russes et leurs alliés panafricanistes. Il y a quelques semaines, les Américains ont voté à une majorité absolue une loi au Congrès qui est en discussion au Sénat, qui vise à limiter et à sanctionner les économies africaines et les investissements russes en Afrique. Le second, c'est la mise au point d'un centre pour faire la guerre de communication aux États-Unis qui s'appelle le Global Engagement Center, qui a déjà produit un rapport contre la Russie. C'est ce rapport qui a servi de base au Conseil de sécurité à la récente attaque contre les Russes. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. La guerre n'est pas encore gagnée, mais pour la première fois, on a un espoir de la gagner, parce que justement, l'Afrique, cette fois-ci, a des alliés puissants. Pas seulement la Russie, mais comme l'a dit mon prédécesseur, le bloc de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire l'Iran qui est très engagé en Afrique, mais c'est-à-dire 14 ex-républiques soviétiques, mais également, et c'est nouveau, l'Inde et le Pakistan, qui auparavant étaient des alliés militaires du bloc occidental. Il y a un rebattage des cartes géopolitiques à l'occasion de l'opération spéciale en Ukraine, et c'est une chance historique pour l'Afrique. C'est ce qu'ont compris les pays africains qui ont refusé de s'engager dans le soutien à la guerre américaine en Ukraine aux Nations Unies. Vous, Luc Michel, alors je me retourne vers vous immédiatement. Terfousmen, il est donc établi d'une certaine façon que le retour des Russes dont parlait Luc Michel à l'instant, ce retour des Russes en Afrique a apporté de l'oxygène à certains chefs d'État africains. Est-ce que selon vous, c'est cet oxygène-là qui contribue également à cet échec dont on parle aujourd'hui de l'Occident dans la déstabilisation de l'Afrique et même aussi de l'OTAN? Je le réitère parce qu'on se souvient que, d'ailleurs le président Emmanuel Macron le soulignait, le reconnaissait encore en 2018, la responsabilité de l'OTAN par exemple dans la déstabilisation d'un pays comme la Libye de Kadhafi. Oui, en effet, on est dans une dynamique géopolitique internationale, il est vrai, très complexe en ce moment. Vous avez des conflits qui métastasent un peu partout, notamment en Afrique. Il y a ce qu'on appelle le terrorisme islamique qui est quand même un danger pour ces pays-là. Et vous avez aussi le Moyen-Orient et vous avez une partie de l'Asie. Donc pour revenir à votre question par rapport aux Russes, les Russes, je ne sais pas si on peut parler d'un retour russe, mais on peut parler d'une influence russe en ce moment qui est en train de s'opérer dans les pays africains, notamment au Mali. Le Mali, c'est un pays qui s'est engagé, on va dire, dans une sorte de rectification de la révolution. Vous avez, pour moi, franchement, Assimi Goïta, c'est le Nasser africain.
il pourrait donc relancer ce panafricanisme pour pouvoir contrer les plans géopolitiques de l'OTAN. Pour revenir à l'OTAN aussi, l'OTAN si vous voulez, c'est une machine de guerre, une machine politique, idéologique, qui a été donc créée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en 1949. Il y avait George Kennan, qui était l'architecte de cette politique extérieure des États-Unis, qui avait donc, si vous voulez, décidé des statuts de l'OTAN. Il est vrai que Luc Michel, il n'a pas tort, tout à fait tort, quand il avait dit que c'était donc le machin, comme disait De Gaulle, des Américains. Les Américains, il est vrai, ils ont leur valet. C'est ainsi qu'on peut les qualifier. Ils ont leur valet qu'ils ont doté d'armes nucléaires. Vous avez la Grande-Bretagne, par exemple. Avant d'avoir son arme nucléaire à l'époque, il y a eu, si vous voulez, un entretien entre Khrouchtchev, l'ancien président russe, qui s'était entretenu avec le premier ministre britannique à l'époque. Il avait dit qu'il pouvait donc rayer Londres en 5 minutes. C'est pas tombé, comme on dit, dans l'oreille d'un sourd. Et c'est dans le sillage de cette politique d'expansionnisme, on va dire, on parle d'expansionnisme, pourquoi? Parce que l'OTAN, sa vocation originelle, c'est de contrôler le monde, contrôler les richesses, et on le voit aussi, on le voit aujourd'hui en Afrique, ils essayent d'avoir une mainmise, parce que l'OTAN, il faut le reconnaître, ou plutôt l'Occident d'une manière générale, le capitalisme, pour être plus précis, est mis à mal. Il est vraiment mis à mal par 3 puissances qui sont hétéroclites, parce qu'il y a quand même une union forcée entre les Iraniens, les Russes et les Chinois, à eux 3, donc, qui sont en train de, si vous voulez, d'organiser une contre-offensive, parce que l'OTAN, quand on voit qu'il a poussé ses frontières jusqu'à l'Europe de l'Est, l'Ukraine en l'occurrence, et qu'aujourd'hui, on vient nous faire croire ici, par exemple en Europe, comme quoi l'Ukraine est attaquée, qu'il faudrait donc être à son chevet pour la sortir des griffes des Russes, ça ce n'est pas vrai. C'est un conflit idéologique qui est en train de s'opérer un peu partout dans le monde. L'Afrique, maintenant, est au cœur de ces conflits, de ces tensions internationales. Pourquoi l'Afrique? L'Afrique, il avait raison tout à l'heure, Luc Michel, quand il avait dit que ce qui intéressait l'OTAN, c'était donc les 3 pays du Maghreb, à savoir la Libye, l'Algérie et le Maroc. C'est chose faite par rapport au Maroc. Pour la Libye, on sait très bien que c'est un pays qui a été carrément politiquement effacé. Et vous avez l'Algérie qui est l'allié traditionnel de la Russie, c'est pas un problème. Mais pour les Africains, on avait à un moment donné carrément oublié que les Africains étaient, excusez-moi de le dire crûment, qu'ils étaient bons à rien, que ces Africains, ils étaient là toujours pour servir de socle à cet OTAN, à ce capitalisme envahissant et invasive qui essaye justement de contrôler le monde à travers ce socle qu'est l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est quand même la plus grande réserve de richesse pratiquement au monde. Et donc, pour revenir à cette histoire des Africains, les Africains, parce qu'on a longtemps misé sur leur, si vous voulez, leur inertie, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, on est en train de voir un peu partout une rébellion, on va dire, si on peut appeler ça ainsi, ou une rebuffade des pays, des peuples africains. On l'a vu, pas plus loin que cette semaine, les Tchadiens commencent aussi à revendiquer leur autonomie par rapport à leur politique. Parce que ils veulent à ce que les Français sortent. Vous avez le port de Djibouti qui est occupé par les Émirats Arabes Unis, alliés potentiels de la France et des États-Unis. Donc il faudrait réenrayer tout ça si vous voulez, de la géopolitique occidentale en Afrique, et c'est en train de se faire a priori. Vous restez avec nous, Terfou Semaine. J'aimerais revenir avec vous, si vous le permettez, sur cette actualité. Justement, on en parlait encore hier concernant le Mali. Justement, vous êtes au courant de cela, ces 49 militaires qui ont été arrêtés donc au Mali. Vous avez certainement suivi le communiqué du gouvernement de la transition malienne. Quel est votre avis sur cette actualité-là, Terfou Semaine? Écoutez, pas plus loin qu'hier, je suis passé sur votre chaîne, j'étais un peu circonspect sur, si vous voulez, la nature de cet événement, parce qu'à un moment donné, on n'avait pas tous les éléments pour en tirer toutes les leçons possibles par rapport, si vous voulez, à ce forcing, on va dire. Maintenant que les choses se sont plus ou moins clarifiées depuis hier, parce que l'ONU avait diligenté une enquête pour savoir
si ces militaires appréhendaient s'ils appartenaient véritablement donc au NSE, la National Security Service, et il s'est avéré que c'est faux. Il s'est avéré aussi qu'il y avait des incohérences par rapport à cette enquête qui a été menée. Maintenant, le gouvernement ivoirien, il n'a pas d'autre choix que de s'expliquer parce que il doit des explications au Mali. Les Maliens n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Vous avez des militaires qui débarquent chez eux en munis d'armes et munitions. Quel était donc le but de leur présence? Parce que maintenant, il s'est avéré que ces militaires-là n'avaient pas d'autre, on va dire, ambition que de renverser le gouvernement malien. Hier, encore une fois, j'ai été très réservé. Je pouvais pas donc les qualifier de mercenaires, donc conformément à la convention de l'OIA comme il est stipulé. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il s'agit bel et bien d'une opération militaire visant à renverser le gouvernement malien. Pour votre analyse sur ce sujet. Alors, je reviens vers vous, Eudimi Dalido, pour évoquer ce retour, entre guillemets, de la Russie en Afrique, hein, selon les dires de Luc Michel, qui a apporté donc pas mal d'oxygène à certains chefs d'État africains. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est que lorsqu'on parle donc de cette déstabilisation par le passé en Afrique, on a observé justement ces différentes tentatives de déstabilisation. Et aujourd'hui, est-ce que selon vous, ces échecs ou alors ces tentatives d'échecs justement enregistrées par les puissances occidentales, elles sont liées selon vous à la guerre en Ukraine, au retour progressif de la Russie sur le continent ou alors à la prise de conscience des Africains? C'est une très bonne question que vous me posez et je vais essayer d'y répondre avec le plus de précision possible. Je dirais qu'il y a deux échecs, deux éléments qui définissent l'échec des puissances occidentales en Afrique et le fait qu'ils vont échouer. Le premier échec, il est d'ordre historique. Alors, je reviendrai pas sur l'appel du 18 juin de 1940 du général de Gaulle en France, etc. Mais en tout cas, il faut se rappeler une chose. C'est que le 30 janvier 1944, général de Gaulle, qui était un impérialiste, en fait, hein, qui était un exploiteur du peuple africain, il n'y a rien d'autre que ça, en fait. C'est lui qui disait qu'en fait, la présence de la France sur le continent africain permettait d'apporter du progrès au continent africain. Bah non, c'est faux. C'était faux en fait. La seule chose que la France a apporté au continent africain en tant qu'impérialiste, c'est la domination et l'exploitation de la force de travail africaine. Et le progrès viendra par les Africains eux-mêmes en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains compétents qui sont des capacités et qui demandent à travailler leur propre matière première et à développer leur économie. Mais c'est pas là où je voulais en venir sur le premier échec donc d'ordre historique. Parce que qu'est-ce qui a été promis à l'époque au peuple africain? Il leur a été promis l'indépendance. Ce qui s'est passé en 58, les déclarations de De Gaulle en 58 concernant l'indépendance et notamment le fameux référendum, le référendum qui avait été fait, etc., etc. Sur l'autodétermination de l'Algérie. Sur l'autodétermination, mais l'autodétermination n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que la véritable autodétermination des peuples, c'est-à-dire le fait que les peuples soient totalement libres sur leur propre pays, est conditionnée par le fait qu'ils seraient en possibilité de se doter de leur propre structure. C'est-à-dire, la structure, c'est-à-dire de leur propre économie, de leur propre social, de leur propre politique, philosophie, religieux, c'est-à-dire c'est tout ça qu'on appelle la superstructure. Et on constate qu'avec le temps, la superstructure des différents pays africains a toujours été, donc l'économie, le social, le politique, l'économique, le religieux, tout a été toujours dominé par les puissances occidentales impérialistes. Donc, au bout d'un moment, et là je reviens au deuxième échec, le deuxième échec qui est d'ordre idéologique. Je vous rappellerai aussi que, et je terminerai ensuite par l'Ukraine, je rappellerai que l'impérialisme est conditionné par quoi? Bon, effectivement, il exporte les capitaux, etc. Mais c'est pas tout. Il faut dire aussi qu'il engendre des contradictions qu'il ne peut pas résorber. Une des contradictions de l'impérialisme, c'est quoi? C'est le fait que pour extorquer du surprofit, eh ben, forcément, vous avez justement besoin de créer des superstructures. Il vous faut créer des chemins de fer, il vous faut créer des usines, il vous faut créer des
bah il faut apporter de la matière première, il faut former des personnes. Donc de fait, il va se former ce qu'on appelle des capacités intellectuelles, une capacité nationale. Il y a un processus d'apparition du prolétariat. Il y a donc forcément à un moment dans les subjectivités, dans la tête, donc dans la conscience des Africains, à un moment il y a un réveil de la conscience. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent bah depuis 1958 on nous dit qu'on est indépendant, soi-disant indépendant entre guillemets, et puis finalement arrivé là on voit notre pays qui au niveau le pays en lui-même matériellement ça se développe, les chemins de fer se développent, les usines se développent, on fait du fric, mais nous le peuple africain on continue à crever la dalle. Donc forcément il y a un truc qui va pas. Donc là c'est ça qui aboutit à ce qu'on appelle l'apparition des mouvements de libération nationale et à un réveil de la conscience nationale. Et ensuite, je reviendrai évidemment sur l'Ukraine. Alors moi, je crois que effectivement, de toute façon, on est dans un monde mondialisé. Et il y a deux pôles qui sont en train de se former. Il y a un pôle qui sera dominé par l'impérialisme nord-américain, avec l'OTAN, avec son petit toutou là, pas l'Élysée et les autres. Et il y aura un autre pôle qui sera dominé par les accords sino-russes. Faut pas oublier que le continent eurasiatique, il a même plus besoin de passer par les voies maritimes pour exporter leurs marchandises. Voies maritimes sous contrôle des États-Unis. Ils ont juste à passer par les gazoducs, les pipelines, les voies de chemin de fer. Tout est au niveau terrestre, tout est en place. Ils ont même plus besoin de passer par l'aval des États-Unis. Donc de toute façon, rien ne va arrêter ce monde multipolaire où il y aura deux pôles. Et donc le continent africain devra se positionner. Mais attention, parce que les peuples africains disent on va bosser avec les Russes, que les Russes vont nous apporter de l'oxygène évidemment, sur le plan économique, social, il va permettre, bah oui, effectivement, ils vont exporter des capitaux, ça va créer des emplois, etc. Ouais. Mais ne jamais oublier que je pense, vous m'excuserez je n'affirme pas, je pose une question. Je pense que le peuple africain ne doit pas oublier que tous les éléments sont réunis pour qu'ils puissent être véritablement autodéterminés, indépendants et qui puissent créer, développer leur propre pays. Alors, je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au Mali, vous me permettrez, parce que, oui, juste pour ça, parce que, bon, le Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis la déstabilisation de Laurent Gbagbo, qui avait été organisée, Gbagbo et la Libye, c'était lié, parce qu'en fait, Gbagbo et Mouammar Kadhafi avaient un projet de développement de monnaie, et où ils voulaient un peu se détacher des différents impérialismes occidentaux qui leur pourrissaient la vie. Et comme par hasard, si vous regardez un petit peu dans les documents, Alassane Ouattara, il a été à la même école, il était dirigeant du FMI, ce me semble, il était à la même école que Nicolas Sarkozy. Et comme par hasard, Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, il envoie les avions, il pulvérise le palais présidentiel ivoirien, et après Laurent Gbagbo, c'est Ouattara qui se met en place. Et comme par hasard, vous avez 49 des soldats au Mali qui débarquent. Je vous rappellerai qu'il y a eu 2 coups d'État successifs au Mali. C'est une situation de transition. Le Mali est dans une situation de transition. C'est pas un pays consolidé. Et comme par hasard, à ce moment-là, vous avez des milices ivoiriennes qui débarquent au Mali. Donc, je crois qu'effectivement, on revient à une donnée qui paraît peut-être idéaliste. Certains disent ouais, c'est idéaliste. Mais moi, j'y crois. Je crois que, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour le peuple, vraiment, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le peuple africain, quel que soit le pays, parce que je trouve qu'il est humble, qu'il est combatif, et malgré ces décennies de carnage social et humain, il reste humble et combattant. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que, il faut pas se diviser. Vous voyez, moi, je trouve pas ça normal, c'est absolument pas inadmissible, c'est inadmissible que des milices ivoiriennes débarquent au Mali pour déstabiliser le gouvernement malien. Donc voilà, et je reviendrai sur un autre élément, mais je reviendrai dessus plus tard. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous, Dimi Dalédo, pour cette analyse, et d'ailleurs sur cette synthèse que vous venez de faire sur le Mali. Avant de passer la parole à Luc Michel, alors très rapidement, j'aimerais revenir avec vous, Terfour Semaine. Est-ce que vous êtes d'accord, Terfour, très rapidement, avec l'analyse que vient de faire Dimi Dalédo concernant l'autodétermination? Est-ce que vous partagez cet avis? Ah oui, en effet, c'est un point très très important à soulever. Il a bien fait de le faire. Monsieur, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom. Donc, oui, il a tout à fait raison. D'accord. Il a tout à fait raison de le soulever. Il est vrai que les mouvements de libération après le congrès de Bandung, donc c'était le congrès des pays des non-alignés,
les pays africains étaient supposés accéder à l'indépendance totale, pleine et entière, ce qui n'a pas été le cas. On voit maintenant, par exemple, au Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays qui a du mal à se défaire de l'emprise française. Et les pays qui se rebiffent, comme le Mali, par exemple, on les traite de juntes militaires. Il est vrai qu'en la forme, le procédé, il est condamnable à tout point de vue. Quand on arrive au pouvoir par des moyens, on va dire pas détournés, des moyens peu appropriés, il est vrai que sur ce plan-là, sous cet angle-là, on peut le qualifier comme donc un renversement, mais c'est le seul moyen parce qu'on n'a pas d'autre moyen dans les pays africains de se prévaloir, si vous voulez, d'une idée sans pour autant passer par des moyens qui sont peu appropriés, on va dire. Ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, il y avait des présidents qui étaient quasiment des hommes de paille. Aujourd'hui, un président très très fort qui essaie de redresser le Mali. C'est un pays quand même très important, c'est quand même une plaque tournante du commerce, même si c'est un pays enclavé, il n'a pas accès à la mer, il n'a pas accès à tout ça, mais c'est quand même le premier producteur, par exemple, de la mangue, et de la viande aussi. Et c'est ça qui fait que ce pays est très important pour le reste des pays africains. D'ailleurs, la levée des sanctions de la CEDEAO, comment on appelle ça, la levée des sanctions contre le Mali récemment, donc opérée par la CEDEAO, elle n'est pas venue, elle envoie du ciel comme une manne. Ils ont vu que c'était contre-productif et qu'il fallait donc procéder donc à la levée des sanctions pour permettre au reste des pays africains de bénéficier du commerce panafricain. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé, je le dis bien, obligé aujourd'hui si vous voulez, de reprendre notre destin en main pour décider de l'avenir de l'Afrique indépendamment des puissances étrangères qui sont malheureusement là toujours pour nous dicter quel chemin prendre. Ça vraiment, c'est révolu. La génération actuelle africaine, c'est une génération qui sort de très grandes écoles, c'est des gens qui ont acquis une maturité politique, culturelle et qui peuvent donc agir pour le bien-être de ce pays sans pour autant avoir affaire à des puissances étrangères qui réclament ou qui disent être là pour leur bien. Ces temps sont révolus. Il faudrait regarder les choses en face. Et je pense que le Mali, sur ce plan-là, ça va être le pays qui va montrer le pas au reste des pays africains. Parce que c'est le seul pays en ce moment qui tient tête à cette hégémonie occidentale dans les pays africains. Alors, pardon, dans le continent africain. Et donc, pour revenir aussi à l'aspect de l'autodétermination, il est vrai que sur ce plan-là, l'Afrique ne s'est toujours pas émancipée de la tutelle, malheureusement, il faut le dire. On souhaiterait tous à ce que les Africains se débrouillent par eux-mêmes, mais tant qu'il y a des Ouattara, des hommes, des produits de la Banque mondiale donc le sommet même, c'est du capitalisme sauvage qui vient donc piller nos continents et qui fait croire qu'il est là pour notre bien, franchement, ces temps sont révolus, ma chère dame. Pour cette analyse. Alors, Luc Michel, je reviens vers vous. Vous dites que l'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas l'OTAN, que l'ennemi de l'Afrique, ce sont les États-Unis. Alors, on est bien d'accord avec Luc Michel. La question que j'aimerais vous poser, cependant, est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dire, par exemple, c'est un exemple, dire, par exemple, que l'OTAN serait le pourvoyeur des déstabilisations et des guerres en Afrique serait complètement erroné. Je vous pose la question à vous, Luc Michel. Ce sont les porteurs de valises des États-Unis. Quand on étudie la question du Sahel, par exemple, les Français ont décidé de dégager, les Américains ont décidé de dégager les Français et de les remplacer par les Turcs, les Allemands et les Espagnols. Mais ces gens-là n'ont aucune autonomie. La classe politique des pays atlantistes en Europe, ce sont des domestiques des Américains. Pour comprendre ce que pensent les Américains, il faut lire les géopoliticiens américains. Le principal d'entre eux, il s'appelle John Friedman. Il a écrit un livre manifeste il y a quelques années qui s'appelle The Next 100 Years, les 100 prochaines années, dans lequel il définit le programme des Américains pour rester la superpuissance mondiale avec un grand là. Le livre est sous-titré pour que le 21e siècle soit un nouveau siècle américain. Friedman croit qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale entre 2050 et 2070. Il veut, avant la troisième guerre mondiale, dégager les Russes avant 2030.
c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, et dégager les Chinois avant 2040, c'est ce qui se passe actuellement à Taïwan. La Troisième Guerre mondiale, en fait, elle a deux enjeux. D'une part, savoir de quel côté sera l'Europe occidentale, l'Union européenne. Le but de Xi Jinping ou de Vladimir Poutine, c'est d'arracher l'Union européenne des mains des Américains. C'est ce qu'on appelle en Russie le néo-racisme, la grande Europe de Vladivostok à Lisbonne, et qu'on appelle les nouvelles routes de la soie avec Xi Jinping. Le deuxième enjeu, c'est savoir de quel côté sera l'Afrique. Soit l'Afrique restera une sujette des pays occidentaux, l'Afrique avec ses richesses premières et ses voies maritimes, c'est ce qui intéresse le plus les Américains. C'est une zone qui comprend la mer Rouge, l'entrée de l'océan Indien, le golfe de Guinée et les détroits d'Ormuz et d'Oman. Et bien entendu, l'autre solution, c'est savoir si l'Afrique va passer du côté de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est prête à l'accueillir à titre égalitaire. Il n'est plus question de parler pour Moscou-Pékin de puissance impérialiste étrangère, comme je l'ai entendu. Ce sont des propos qui me scandalisent. Si le Mali aujourd'hui peut avoir une politique indépendante vis-à-vis des Occidentaux, c'est justement parce qu'il y a sur son sol des groupes paramilitaires russes et qu'il y a un accord avec la Russie. La Russie, à partir de 2015-2016, elle a identifié le problème et elle a commencé à revenir pays par pays en Afrique. Tout d'abord, de Syrie, ils sont passés en Soudan. Au Soudan, ils sont passés en Libye, puis en Centrafrique et Mali. Et aujourd'hui, ils sont dans 14 pays africains, notamment au Mozambique, aux marges de la mer Rouge. Voilà ce qu'il faut retenir tout ça. L'avenir pour l'Afrique, ce n'est pas une Afrique seule. Une Afrique seule sera à nouveau défaite, comme elle l'a été en 1960 ou avec la Jamaïria libyenne en 2010. J'ai combattu 35 ans avec Muammar Kadhafi. Je sais de quoi je parle. Ce qui a toujours manqué à Kadhafi, c'est la profondeur stratégique et malheureusement des rapports d'alliance avec la Russie qui n'étaient pas assez profonds. Aujourd'hui, l'avenir est dans un axe qu'on appelle l'axe géopolitique Eurasie-Afrique, dans lequel l'Afrique doit s'asseoir à la table à titre égalitaire. Il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà compris. Qu'est-ce que les Russes ont apporté avec leur oxygène géopolitique? C'est-à-dire qu'ils ont donné du choix. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à Touadéra de réorienter son pays vers l'indépendance? C'est qu'il a le choix. Qu'est-ce qui permet à Assimi Goïta de développer sa politique d'indépendance? C'est qu'il a le choix. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à l'Algérie? C'est qu'il a le choix. Mais ce n'est pas tout. Des chefs d'État qui étaient jadis dans l'orbite occidentale. Macky Sall au Sénégal aujourd'hui, c'est un allié dans le domaine du pétrole et du gaz de la Russie et de l'Iran. J'ai publié ce matin un journal du courrier diplomatique d'Afrique Média sur la révolution géopolitique de Macky Sall. J'invite les téléspectateurs à le demander et à le lire. Un autre chef d'État, c'était Faure Gnassingbé au Togo. C'est aujourd'hui le principal allié d'Assimi Goïta contre les sanctions occidentales. C'est cela qui a apporté la Russie, l'Iran et la Chine. C'est ce que j'appelle de l'oxygène géopolitique. C'est la capacité de choisir. Cette capacité avant 2015, elle n'existait pas. Les Occidentaux, avec la France, leurs gendarmes, faisaient la loi comme ils le voulaient en Afrique. La destruction de la Jamaïria, ça a été la dernière grande opération militaire suivie du printemps africain et avant lui du printemps arabe. Ça a été les dernières offensives qui ont été menées pendant lesquelles les Occidentaux faisaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ce n'est plus possible avec Moscou et Pékin, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies est neutralisé par les veto de Moscou et de Pékin. C'est fini de condamner les États africains. C'est fini de décider d'envoyer des troupes ou d'envoyer l'OTAN ou d'envoyer des casques bleus. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est la chance historique de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le néo-panafricanisme aujourd'hui, il est un vent nouveau pour la renaissance de l'Afrique. Cette analyse, on va
ouvrez le standard et permettre à nos téléspectateurs de réagir également sur ces thématiques avant de revenir vers vous. Chers messieurs, direction le standard, on a monsieur Jean qui nous appelle. Bonsoir à vous, cher monsieur, bienvenue, vous êtes en direct. Bonsoir Vanessa, bonsoir à vos invités, Luc Michel, Oudini et faut sentir comme ça, quelque chose comme ça, oui. Je m'excuse si j'ai mal prononcé parce que ce sont les nouvelles figures. Merci, Luc Michel, c'est le combattant de plus longtemps. Merci pour ceux-là qui viennent s'ajouter. Et dans tout cela, Vanessa, nous devons connaître quelque chose. La vie, ou bien le monde, et ce que nous vivons aujourd'hui, n'oubliez pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le Créateur Dieu, si on peut l'appeler Dieu, parce que certains ne veulent pas entendre ce nom-là, par les jeunes, alors le Créateur de l'univers ne peut pas créer, commencer la vie en Afrique sans lui donner ce qu'il faut. Les Africains ont tout. C'est l'Afrique qui donne naissance à cette petite voyou-là qui l'embête aujourd'hui. Ça, nous devons le reconnaître ça. Quelle que soit notre intelligence, quel que soit notre développement, l'humiliation que l'Europe, l'Occident porte à l'Afrique, ça en est de trop. On croit qu'ils sont descendus du ciel. Non, ils sont issus des Africains. Si juste là, nous les avons plus supportés de l'esclavage jusqu'à ce point, ce n'est pas humain, c'est divin. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons été à l'heure d'école, c'est comme ça, non. C'est une révélation divine. Pour vous dire que, quelles que soient vos manipulations, l'Afrique sera toujours le berceau de l'humanité. Et c'est de là que la vie, les bonnes choses vont commencer et se répandre au monde. Ouattara travaille pour qui? Qu'est-ce qui peut opposer la Côte d'Ivoire au Mali d'une façon humaine? Il n'y en a pas. Alors il travaille pour qui? Il travaille pour la France. La France est l'ennemi de l'Afrique. Regardez ce que de l'affaire. Les Africains sont partis libérer la France, mais on les a tués. C'est inhumain ce que l'Occident fait. Quand nous parlons des États-Unis, n'oubliez pas que le premier président togolais, Sylvain Olympio, a été assassiné dans l'ambassade des États-Unis au Togo par le français Georges Macluyer. Ça a été couvert jusqu'aujourd'hui, rien n'a été signalé. Alors, les États-Unis jouent la force du grand, la force sur la force brute. Et ils se cachaient derrière, la force était devant. C'est de commun accord. Alors moi, je ne vais pas dire que ce ne sont pas les États-Unis qui sont l'ennemi de l'Afrique, mais l'Occident est l'ennemi de l'Afrique. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, l'OTAN, un groupe est créé pour contrôler la richesse du monde. C'est démoniaque, c'est satanique. Et vous pensez que dans cette ambiance, il y aura la paix? Il n'y aura pas la paix. La paix ne peut pas exister s'il y a des groupes qui vont se proclamer pour dire qu'ils sont intelligents, et ils vont contrôler la richesse du monde avec leur système jusqu'aujourd'hui. Mais c'est fou, c'est quand même fou. C'est ignorer le Créateur. Alors, sachez que vous n'avez rien vu. Les Anglais disent, wait and see. L'Afrique, vous verrez ce qui va se passer. Ceux qui l'embêtent, s'ils ne changent pas de méthode, ils seront humiliés. Et ils sont vaincus. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. Merci pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va retrouver M. Peter qui nous appelle de l'Écosse. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Ok. Bonsoir, Madame Vanessa. Bonsoir. Merci beaucoup, Call Center. Je salue tous vos invités et ceux qui sont sur le Skype. Je veux donner mon petit point de vue sur la thématique de ce soir. Vous savez, j'ai eu une conversation hier avec des amis européens, des Anglais aussi, des Français, et j'ai aussi des amis russes. J'ai essayé de peser un peu la balance pour comprendre un peu ce qui se passe, mais je crois que aujourd'hui l'Europe se trouve dans une situation très critique. Et comme ils ont aussi le temps depuis le mois de février par rapport à ce que Poutine a fait dans son opération spéciale, ils se sont dit en eux-mêmes dans leur prévision qu'ils allaient mettre la Russie à genoux
Et la France allait s'occuper de récupérer tous ces pays perdus. Je parle de République de Centrafrique et puis de Mali. Mais malheureusement pour eux, ils se retrouvent à un gros couac, c'est-à-dire celui de l'énergie, qui risque de mettre l'Allemagne à genoux, qui risque également de faire chuter complètement l'euro, bien que yesterday c'était 1-1. Mais on va se retrouver dans une situation de 1 dollar pour 1 euro pour 0,82 $. Donc, ça veut dire que l'euro va encore connaître une chute drastique qui peut avoir un impact très négatif sur le franc CFA. Pour continuer dans mon exposé, aujourd'hui, M. Poutine a démontré aux yeux du monde entier que c'est un génie politique. Même les Américains le reconnaissent. Mais vous savez, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle le voile. On ne peut pas exprimer son émotion devant les gens. On essaie de hausser le ton, même quand on sait que c'est très compliqué, qu'en dessous on négocie. On essaie de faire volte-face parce que devant son peuple, on a parlé, on a pris des résolutions comme ils avaient fait en disant que la Russie va se mettre à genoux. Et aujourd'hui, c'est plutôt un rouble qui est très fort parce que pour 56 roubles, on a 1 euro. Vous comprenez, alors qu'on était autour de 145, 180 après l'opération spéciale. Donc là, Poutine a encore démontré aux yeux du reste du monde, y compris Africa, les Africains et les autres qui admirent, que nous avons intérêt à faire le bon choix et que quelles que soient les stratégies que les Européens vont utiliser aujourd'hui, c'est peine perdue parce qu'ils n'ont pas les capacités. Il y aura une grave crise qui va se perpétuer en Europe à partir du mois de septembre. Et ça, ils sont très conscients. Mais en même temps, comme ils n'ont pas peur, et puisqu'ils sont dans les dynamiques, puisque ce sont les ex-colonies, ils se disent qu'ils peuvent toujours avoir le même mise, un peu le scénario qu'on a vu avec les éléments de Côte d'Ivoire au Mali. Et avec ce qui va bientôt se passer au niveau de Centrafrique, parce qu'ils ont décidé de faire une offensive pour perturber comment vous appelez ça en français, référendum pour un 3e mandat de M. Touadéra. Je vais parler trop long, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Très bientôt. Bye. Thank you. Monsieur Pitard, merci pour votre appel. Depuis l'Écosse, on va momentanément refermer le standard et revenir avec nos invités. On l'ouvrira peut-être un peu plus tard si le temps nous le permet. Alors, je me retourne vers vous, Jimmy Dalido. Lorsqu'on parle c'est vrai qu'il y avait des éléments que vous souhaitiez ajouter tout à l'heure, vous le ferez. Lorsqu'on parle de déstabilisation en Afrique aujourd'hui, on se souvient qu'il y a eu par le passé très souvent des opérations secrètes pour la préservation du précaré africain francophone par exemple. Alors selon vous, en quoi est-ce que de telles opérations sont ou seront complètement vouées à l'échec de nos jours, ou si jamais elles subvenaient? On voit encore ce qui s'est passé il y a quelques jours au Mali. En quoi est-ce que ces opérations-là, comme celles qu'on a connues par le passé, particulièrement au niveau du précaré africain francophone, en quoi est-ce qu'elles pourront être vouées à l'échec aujourd'hui? Elles seront vouées à l'échec parce que, alors, il y aura quand même des dégâts matériels et humains s'il y a ce genre d'opération. Ça, c'est malheureusement, ça va se produire. Mais au niveau du mouvement de l'histoire du peuple africain, c'est voué à l'échec. Pour la simple bonne raison que si on revient par exemple à l'époque de De Gaulle et à l'époque de l'OS, l'organisation des armées secrètes, etc., qui se met les différentes milices privées, qu'on pourrait appeler des milices du capital, des milices du capital occidental au service de l'exploitation capitaliste sur le continent africain. Bon, à l'époque, quand ils intervenaient, c'était toujours sur cette base du doute concernant le peuple africain, c'est-à-dire le peuple africain à l'époque, via les déclarations pompeuses de 1958, via justement le référendum du 28 septembre 1958, qui soi-disant demandait la vie pour l'autodétermination et l'indépendance du peuple, des différents peuples d'Afrique. Et à l'époque, il y avait un doute, parce que De Gaulle et tous ses copains impérialistes, ils avaient de belles paroles, ils parlaient bien. Donc à un moment, il fallait bien attendre. Les Africains, ils ont dû se dire, on va voir ce que ça va donner. On va voir, peut-être qu'on aura véritablement notre indépendance, notre autodétermination,
et puis le temps est passé, et puis ça n'a rien produit, et en fait la situation elle est quasiment pire. Donc à l'époque, il y avait ce doute-là. Donc l'impérialisme occidental intervenait sur la base de ce doute dans les cerveaux, sur la base de cette, on va dire, de cette fragilité subjective. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du mouvement des différents mouvements de libération. On a parlé du réveil de la conscience nationale, et le peuple africain, quel que soit son pays, quel que soit le pays, a véritablement pris conscience de sa position dans le monde, du fait qu'elle a notamment, elle a des matières premières, elle a des moyens de production, elle a des capacités, elle a des superstructures justement qui, on l'a dit tout à l'heure par rapport aux contradictions, elle a ce qu'il faut pour produire en fait concrètement. Il faut simplement, agir. Elle a compris, le peuple africain a compris qu'il fallait agir, et qu'en agissant, en prenant en main son avenir politique, ils vont pouvoir développer ils ont pris conscience qu'ils sont exploités en fait. Ils ont pris conscience qu'ils sont martyrisés, exploités par différents impérialistes et qu'il y en a marre. Donc c'est sur la base subjective, si vous voulez, elle est plus la même. Donc ils vont organiser des interventions militaires comme là, la Côte d'Ivoire, Mali, qui j'affirmerai pas parce que j'ai pas d'éléments objectifs assez solides, mais je pose sous forme, c'est une approche interrogative, c'est très probable que ça soit organisé par différentes forces impérialistes organisées au niveau mondial qui ont demandé à Alassane Ouattara, très proche du FMI, on l'a dit, et très copain avec les différents dirigeants occidentaux, de déstabiliser le Mali parce qu'elle était en phase de transition. Surtout la déstabiliser pendant sa phase de transition et pas après. Donc ça, par exemple, c'est un reflet, c'est un exemple de ce qui va se produire ensuite. Mais je pense que le peuple africain, ils vont perdre parce que subjectivement, c'est plus la même chose. Et je reviendrai sur un élément. On a parlé de guerre mondiale et de conflit. Je voudrais revenir sur un élément, une confusion qui consiste à croire que la guerre mondiale, elle serait uniquement militaire. Une guerre mondiale, une guerre quelle que soit la guerre, elle n'est pas uniquement militaire. Faut pas oublier que l'intervention militaire, c'est le degré suprême d'une guerre. La guerre, elle commence toujours sur le plan économique, social, politique, sur le plan humain, c'est le désastre humain, c'est psychologiquement. Donc, si vous voulez, la guerre mondiale et la guerre, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé, en fait. La guerre, elle est d'abord sociale. La guerre sociale mondiale est déjà enclenchée. Et ça me permet de rebondir sur le troisième sujet qui a été soulevé, et je voudrais apporter plus de précision si vous me permettez. Concernant la situation critique de l'Europe, oui, effectivement. Et c'est ça qui va considérablement, indirectement renforcer le continent africain. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que le gaz, 35%, plus de 35% du gaz qu'on consomme en France, provient de la Russie. Une partie vient de la Norvège, une autre partie vient de l'Algérie. Bon, déjà, la Russie va couper les vannes. Donc, on aura moins de gaz. L'Algérie, on pourra toujours consommer du gaz en Algérie, mais l'Algérie, elle s'est positionnée le 2 mars 2022 lors du vote à l'ONU, elle est plutôt du côté des Russes. Et très justement, elle a raison. Donc, ça va poser un gros problème parce que la France ne va pas récupérer plus de gaz en Algérie, ou très difficilement, et elle pourra pas faire preuve d'une certaine violence contre l'Algérie, parce que sinon, elle va attiser le conflit avec la Russie. Ça me paraît un peu compliqué. Le gaz russe, on ne l'aura pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La France va acheter du gaz GNL qui proviendrait des États-Unis. Mais le gaz GNL, c'est très compliqué, c'est très cher. On n'a même pas les bateaux citernes pour l'acheminer. On n'a même pas les moyens matériels pour la réceptionner. Donc en fait, là, en France, il y a l'hiver qui arrive. On ne sait même pas si tous les Français vont pouvoir se chauffer. Il y a des Français, il va y avoir des coupures, et tous les Français ne pourront pas forcément se chauffer. Donc on en est à ce niveau-là. Et cette France-là, cette France impérialiste, comme les autres pays, se permettent de dire, nous, on va continuer à apporter le progrès au continent africain, on va continuer à apporter aide. Mais non, c'est des conneries. L'Union européenne, effectivement, est en voie de déstabilisation face à un continent asiatique qui se développe, et le continent africain a très bien compris que l'autodétermination et l'indépendance, ça ne veut pas dire, il faut pas confondre autodétermination, souveraineté nationale et accord économique. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir des économiques tout en gardant une autodétermination, une souveraineté nationale. Vous voyez, la Russie a des accords économiques avec la Chine, mais la Russie c'est la Russie. C'est pas les Chinois qui décident en Russie. Vous voyez.
Donc, c'est sur cette base-là que le peuple africain devrait vraiment se développer. Je finirai par un élément qui me paraît très important. On avait commencé à en parler, qui est la bourgeoisie comme bras d'or. La bourgeoisie comme bras d'or. C'est-à-dire le fait que Alassane Ouattara, c'est un bel exemple de ce qu'on appelle la bourgeoisie comme bras d'or. C'est-à-dire des gouvernements, des traîtres. Des traîtres, c'est-à-dire des personnes qui sont issues du peuple travailleur africain, qui sont issues de ce grand peuple africain et qui se mettent au service des gouvernements impérialistes occidentaux. Ça, c'est une véritable trahison et le peuple africain, franchement, il devrait faire quelque chose pour se débarrasser de cette bourgeoisie comme bras d'or qui leur pourrit la vie. Il faut pas oublier que tous les gouvernements africains, la plupart qui sont au service, qui ont été en plus formés dans les écoles politiques françaises, je pense notamment à la Guinée, Sékou Touré, on pense à Alassane Ouattara, on en a plein. Alors les mecs, ils se font un max de fric, ils roulent en BMW, ils ont des palais, et pendant ce temps-là, le peuple africain est crevé la dalle. Et pendant combien mon frère africain va accepter ça? Ça, à un moment, il faut se positionner à ce niveau-là. Et ça, on peut pas le faire pour eux, en fait. Parce que si on dit on va le faire pour eux, qu'on parle pas d'autodétermination. Donc j'espère vraiment que mes frères d'Afrique vont réagir à ce niveau-là et qu'ils vont prendre en main leur avenir politique. Parce que l'ennemi, n'oublions pas que l'ennemi, il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. C'est comme ça que fonctionne la lutte des classes. Voilà. Merci. On va revenir vers vous tout à l'heure, le temps de repasser la parole. J'aimerais juste très rapidement poser une question à Terforceman avant de la repasser à Luc Michel. Alors, Terforceman, on parle... Donc, on tente de comprendre justement les récents échecs, si je peux me permettre justement, de l'Occident dans la déstabilisation de l'Afrique. Selon vous, j'aimerais savoir, pour que cela soit un peu plus concret dans l'esprit justement des Africains aujourd'hui, dans l'esprit de nos milliards de téléspectateurs, comment se matérialise très concrètement, comment se matérialise donc aujourd'hui cet échec-là de l'Occident dans la déstabilisation des pays africains, du moins certains pays africains? Si vous voulez, cet échec se matérialise pratiquement sur tous les fronts. Vous avez sur le front économique, par exemple, vous avez la Chine qui a carrément dépassé les investissements, par exemple, français en Afrique. Sur le plan militaire, les Africains maintenant, c'est sans précédent, on va dire. Les Africains maintenant s'alimentent en armes de Russie et de Chine, ce qui est très très important. Pour revenir donc à l'échec dont vous parlez, il est vrai que c'est un échec dans le sens où les Européens, de manière générale, parce qu'on parle d'Européens, les Américains, ils restent derrière le rideau, même s'il y a l'Africom et tout ça. Mais les Européens, donc, ont perdu, si vous voulez, la bataille d'influence par rapport aux erreurs commises en Afrique, parce qu'ils ont toujours infantilisé les peuples d'Afrique au prétexte qu'ils ont donc un droit de regard sur leur politique extérieure. Et tout à l'heure, monsieur qui parlait avant moi, il avait raison de dire que l'autodétermination des Africains est très très importante. Quand on voit par exemple le CFA qui donc régule la vie économique des pays africains, notamment ceux de la CEDEAO, c'est quand même une dépendance totale de l'économie africaine qui dépend, on va dire, à 50% justement de l'économie française. Quand on voit que les réserves de CFA vont à la Banque de France, il y a de quoi se poser des questions. Et qu'aujourd'hui, il faudrait mettre en place une politique basée sur le principe westphalien que les Européens ont réussi par rapport à leur, si vous voulez, épanouissement sur le continent, européen. Les Africains devraient copier si vous voulez, cette politique ou ce principe westphalien pour pouvoir coordonner leur action, qu'elle soit politique, militaire ou économique, pour surmonter tous ces handicaps. Parce que l'Afrique, ça reste, il est vrai, un continent très très riche, mais les pays restent quand même divisés au plan idéologique, au plan, si vous voulez, de l'entente, parce qu'il n'y a pas une très très grande entente. Aujourd'hui, quand on voit un pays comme la Côte d'Ivoire qui essaye de noyer le poisson dans l'eau, j'entends par là le Mali, quand on essaye de détruire un pays qui essaie de s'en sortir, c'est un pays qu'on a essayé de diviser. Quand on pense à Kidal, qui était donc pratiquement la capitale des rebelles en 2012,
et que vous avez le Sud aussi qui s'est rebellé, puis après on avait injecté l'islamisme à l'intérieur de ce, si vous voulez, dans cette chaîne kafkaïenne, on va dire. Donc il y a de quoi quand même se poser des questions. Les Africains, ils devraient donc s'arranger entre eux, organiser des assises pour mettre en place cette politique westphalienne dont je vous parlais à l'instant, pour surmonter tous ces handicaps et surtout relever les défis du XXIe siècle. Tout à l'heure, Luc Michel, il avait raison de dire que les Africains pouvaient pas donc naviguer seuls, parce que nous sommes dans un pays, dans un monde interdépendant où les alliances sont très très importantes. Après, les alliances, il faudrait qu'elles soient quand même basées sur des intérêts concrets. C'est pas les intérêts qu'on voit maintenant parce qu'on vous donne des prêts, alors que le pays emprunteur ou prêteur, pardon, il emprunte déjà de l'argent à la Chine, ce qui est le cas de la France. Quand on sait que la France a emprunté à la Chine 800 milliards de dollars, il y a de quoi se poser des questions et dire que nous, on est maintenant en train de prêter de l'argent ou d'aider les Africains à se relever économiquement. On parle aussi de Tunisie. La Tunisie à qui on a distribué une somme dérisoire pour soi-disant aider ce pays, alors qu'on peut l'aider concrètement en essayant justement d'aider ce président aussi qui est comme Goïta, qui est en train justement d'essayer de s'en sortir parce que son pays il a été pris en otage, il faut le rappeler, par des islamistes pendant plus de 10 ans et qu'il y a eu un blocage institutionnel sur tous les plans et vous avez la gabegie, vous avez des islamistes qui se sont mis en homme d'affaires et qui ont bloqué de ce fait ce pays. On est rentré dans une forme d'oligarchie islamiste. Bon, maintenant pour revenir, pardon, parce que je me suis un peu éloigné du sujet, c'est que pour revenir à l'Afrique, il faudrait quand même décider et surtout aller de l'avant, décider d'une politique commune comme les Européens ont pu le faire et ont réussi à le faire. Parce que l'Europe économique, elle a réussi, il faut pas l'oublier. L'Europe, c'est quand même une entité qui fonctionne bien par rapport aux autres entités existantes, mis à part les États-Unis bien sûr. Vous avez donc ces modèles-là qu'on peut copier, pas dans le si vous voulez dans le fond, mais dans la forme. On peut les copier avec nos spécificités et avec nos atouts surtout économiques. En Afrique, il y a beaucoup d'atouts. C'est quand même malheureux de voir un continent très très riche et un peuple pauvre. Pourquoi nos enfants d'Africains sont obligés de traverser la mer pour venir ici dormir sous des ponts? Ce qui est malheureux, nous qui vivons ici en Europe, quand on voit ces Africains, on essaie, moi quand je me rends par exemple en Afrique, je parle avec des Africains et je leur dis, le rêve que vous êtes en train de caresser, c'est un cauchemar en fait. Quand c'est pas un rêve, on vous vend un rêve, mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. Restez chez vous et travaillez l'Afrique. Essayez de trouver les solutions parce que quand vous voyez, par exemple, moi j'ai discuté avec des Nigérians qui déboursaient des sommes de 3 000 à 5 000 euros pour arriver uniquement en Algérie. Vous vous rendez compte? C'est quand même une somme colossale pour un simple Africain. C'est une somme importante. Alors pourquoi ne pas aider ces jeunes, par exemple, Africains qui caressent le rêve de traverser la Méditerranée, alors qu'on peut leur créer, si vous voulez, des espaces de bonheur en Afrique. L'Afrique a tous les atouts. Et les Africains, c'est des gens quand même qui sont très très intelligents. Quand on voit les Africains qui sont ici en Europe, qui tiennent par exemple des centres de recherche. Moi je pense à un Malien dont j'ai pas retenu le nom, qui était ici plongeur de restaurant à Paris. Il a fallu qu'il aille aux États-Unis pour qu'il soit intégré à la NASA. Vous vous rendez compte ce qu'il avait mérité à Paris? Le métier d'un plongeur de restaurant. Vous vous rendez compte? Et j'avais un ami à moi qui était un maître conférencier, qui était togolais, paix à son âme, il est mort. C'était un homme très très brillant, très très brillant. On lui donnait des postes de vacation à l'université, je veux dire la Sorbonne. Et c'est ça qui fait que, malgré tous ces avantages et tous ces atouts, pourquoi les Africains n'arrivent pas à surmonter ça? Il est vrai, on peut pas accabler tous les peuples de la terre, comme quoi ils sont à l'origine de nos malheurs. Nos malheurs, il faudrait s'en débarrasser par nous-mêmes, avant de les imputer à qui que ce soit. Ben, je finirai sur ça, avec une note d'espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en Afrique et j'espère que les Africains, la nouvelle génération, va s'en sortir.
Fourcement pour cette analyse. Alors, nous sommes pratiquement à 10 minutes de la fin de l'émission. Luc Michel, je me retourne vers vous pour revenir sur un élément que vous soulignez tout à l'heure. D'ailleurs, Ter Fourcement l'a réitéré, les Africains ne peuvent pas naviguer seuls ou ne peuvent plus naviguer seuls. La question, c'est justement, est-ce que, enfin, j'allais vous la poser cette question, est-ce que les Africains peuvent faire face aux États-Unis pour s'affranchir totalement de l'impérialisme? Parce qu'en dehors de la Russie, selon vous, Luc Michel, quel autre allié mériterait d'être aux côtés de l'Afrique, par exemple? Quel autre allié, je dirais, un allié de poigne, par exemple, mériterait d'être aux côtés des Africains pour faire face, par exemple, aux États-Unis? J'ai entendu dire que Sékou Touré appartenait à la bourgeoisie comprador parce qu'il avait fait ses études en France. Je suis scandalisé. Sékou Touré, c'est le héros de l'indépendance africaine. C'est l'adversaire principal. Il n'appartient absolument pas à la bourgeoisie comprador. C'est un grand militant révolutionnaire. Tous les Africains auront rectifié d'eux-mêmes. Maintenant, est-ce que l'Afrique a le choix d'alliants? Il faut constater quelque chose, c'est que ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, ce sont la Chine, l'Afrique, ce sont, la Chine, l'Iran, la Russie, le Pakistan, l'Inde et 14 ex-républiques soviétiques, ils se sont unis ensemble pour faire face à la superpuissance américaine. C'est un exemple. S'imaginer que l'Afrique seule pourrait résister, c'est une galéjade, évidemment. Elle serait immédiatement écrasée. Simplement, il faut savoir qu'il n'y a pas d'alternative pour l'Afrique. L'alternative, c'est l'alliance avec ce qu'on appelle le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est là que sont les alternatives économiques, que sont les usines, que sont les fabriques d'armement, que sont les technologies, notamment la bombe atomique, qui permettront demain une Afrique indépendante. Je rappellerai quelque chose, c'est que dès 1830, la Russie des tsars à ce moment-là était l'allié de l'Éthiopie, le plus vieil État africain. C'est ce qui a empêché à l'Éthiopie, qui était le seul État africain non colonisé lors de la conférence de Berlin en 1885. Pendant tout le XXe siècle, l'Union soviétique a été l'allié des indépendances africaines. C'est cela qu'il faut soutenir. Aujourd'hui, l'Afrique n'a qu'un seul allié possible, c'est le bloc de l'Est avec à sa tête Vladimir Poutine. Luc Michel pour cette analyse. Alors, très rapidement, j'aimerais revenir vers vous, Jimmy Daledo, dans le contexte actuel, où on sait que les Occidentaux en général et les Américains en particulier multiplient toujours les stratégies, non seulement pour faire face à la Russie dans le contexte de l'opération militaire en Ukraine, mais également les stratégies pour, je dirais, revenir à leur influence d'antan en Afrique. Quelle est la position, selon vous, que les dirigeants africains devraient de façon globale adopter? Je prends un exemple, celui du vote, par exemple, à l'ONU récemment pour condamner l'opération militaire russe en Ukraine. On a vu l'Afrique s'abstenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps réellement et définitivement que ces dirigeants africains tous ensemble se mettent ensemble, justement, comme on parle de l'Union africaine, comme on parle du panafricanisme, pour faire front commun aux États-Unis, pour faire front commun à ce monde impérialiste et pour faire front commun à ce monde unipolaire qui était jusque-là érigé en normes? Je dirais, il y a deux éléments, je dirais. Alors, le premier élément, c'est que quand je disais tout à l'heure que lors du vote le 2 mars 2022, c'était une position très juste, et j'ai presque envie de vous dire que la position des Africains lors de ce vote était une position idéologique. Parce que il faut rappeler une chose, c'est pourquoi il y a une intervention en Ukraine. C'est que l'Ukraine, il faut pas avoir peur des mots, le gouvernement ukrainien porte en son sein des éléments fascistes. Je rappellerai que le gouvernement ukrainien s'est formé suite au coup d'État fasciste post-Maïdan, Maïdan de 2014, et que le coup d'État de Maïdan de 2014 a été effectué par des groupes clairement nazis-fascistes, Pravi Sector, Svoboda, tous ces gars-là qui avaient des croix gammées partout et qui n'avaient pas peur de dire que Adolf Hitler était leur héros. C'est ça dont on parle. Et ces gars-là, Pravi Sector, Svoboda et les autres,
ont été, l'impérialisme occidental a été leur serrer la main. Et ensuite, une fois qu'on leur a serré la main, ils les ont installés au gouvernement en Ukraine. Et déjà, à l'époque, c'est pour ça qu'il y a eu des accords de Minsk avec les Russes, etc., parce qu'ils ont essayé de trouver un accord provisoirement. Parce qu'ils avaient très bien compris qu'avec un gouvernement ukrainien qui était issu du coup d'État fasciste de Maïdan, de toute façon, il y aurait des conséquences sur le développement du continent eurasiatique. Donc sur le front commun, oui, il est plus que jamais nécessaire. Il faut qu'il y ait front commun, mais je dirais pas un front commun. Alors qu'il y ait un front commun des dirigeants africains, c'est une chose, mais il faut pas que ce front commun des dirigeants africains se retourne contre le peuple africain lui-même. Parce qu'on parlait tout à l'heure de bourgeoisie comme Prador. Parce que dans un premier temps, si ce front des dirigeants africains se positionne dans une opposition et ensuite, comme par hasard, ils récupèrent du fric et puis ils continuent à exploiter leur propre peuple, ça va pas aller. Alors moi, je parlerais plutôt de front commun de tous les Africains qui sont conscientisés, qui sont politisés, qui sont dotés d'une volonté de faire. Parce que, excusez-moi, parce que faut dire les choses comme elles sont. Franchement, moi, je suis ici en France. J'ai un toit, j'ai une maison, j'ai à manger, j'ai à boire. Comment on peut porter un jugement alors qu'on a à boire, à manger, qu'on a bien habillé, qu'on est bien logé? Pour ça que j'ai tout à l'heure, c'est à mon frère africain de prendre cette décision-là, et c'est à lui de passer à l'acte. Moi, je parlerai plutôt du front du peuple africain. S'il y a un front des gouvernements, de tous les gouvernements africains, tant mieux. Mais par contre, attention, parce que l'objectif, c'est pas non plus de serrer la main, de serrer les pompes des différents impérialistes et de continuer à se faire du fric pendant que le peuple africain crève la dalle. Mais moi, là, c'est une question que je pose à mon frère africain. C'est à lui de décider. Un dernier mot sur ce sujet avant de conclure l'émission. Je vous écoute. C'est à moi que vous posez la question. C'est bien à vous, Tafousmen. Alors, je vous demande une dernière prise de parole, un dernier mot. Merci. Un mot de fin, de conclusion sur ce sujet pour sortir. Ouais, un dernier mot pour conclure. En fait, je voulais revenir au projet de feu Kadhafi qui voulait mettre en place ce qu'on appelle le FMA, le Fonds monétaire africain, qui visait justement à rendre l'Afrique indépendante en plan financier. Il avait même prévu de lancer donc un satellite de communication pour éviter aux Africains de dépendre des satellites européens. Et aujourd'hui, on voit très bien que cette guerre qui a été menée par l'OTAN contre Muammar Kadhafi sous les prétextes divers, notamment son autoritarisme, plutôt sa cruauté envers son peuple, tout ça c'était si vous voulez, des vérités de pacotille. Malheureusement, aujourd'hui, avec le monde qui se dessine, on voit très bien que les bons sentiments de l'OTAN qui veut faire croire qu'ils sont là pour démocratiser les peuples, pour l'autodétermination du peuple, pour reprendre la formule de Jimmy, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais encore une fois, il faudrait que les Africains décident de trop trancher les mains et décident d'aller de l'avant avec leurs propres moyens et surtout avec l'intelligentsia que compte ce continent. Michel, très rapidement, on va sortir de l'émission avec vous. On vous écoute. Un dernier mot sur ce sujet. Écoutez, il y a deux chefs d'État qui nous montrent le chemin pour toute l'Afrique. C'est Fosak Touadéra en Centrafrique et Assimi Goïta au Mali. Ils ont choisi de prendre la main tendue par la Russie et de se faire aider justement par ce pays qui leur apporte l'indépendance vis-à-vis des Occidentaux. Auparavant, c'était la MINUSCA en Centrafrique qui dirigeait le pays, il avait livré au groupe rebelle, et c'était la MINUSMA au Mali qui avait divisé le pays en livrant tout le nord du pays au groupe terroriste. Touadéra, Assimi Goïta, allié à la Russie, c'est le chemin à suivre, il n'y en a pas d'autre. Cette explication et cette conclusion, cette analyse, je dirais, et cette conclusion. Merci à vous tous d'ailleurs, chers invités. Merci de nous avoir éclairés, d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Jimmy Dalido, représentant syndical, militant politique et auteur, Tafousmen, journaliste et expert en questions internationales, Luc Michan, géopoliticien. Je vous remercie tous les trois. Merci de votre participation, mesdames, Messieurs.
rester bien sûr en compagnie de nos programmes. On remercie bien sûr la grande équipe technique de cet après-midi. Portez-vous bien. Au revoir.